Vous imaginez un petit village, au milieu d'un vallon, autour une grande forêt, et toutes les maisons de ce village sont en bois ou en torchis. Il n'y a qu'une seule maison en pierre, c'est la maison du Seigneur, le château, au milieu du village. Et dans ce village, il y a un petit garçon qui a un drôle de nom, il s'appelle Saturnin. Pourquoi Saturnin? C'est sa mère qui lui a donné ce prénom. Sa mère, c'était, comme on disait, une simplette, une benoîte, elle croyait à tout ce qu'on lui racontait, aux sortilèges, aux ensorcellements, aux fées. Et un jour, sa voisine lui dit, tu sais, si tu veux gagner une petite graine d'intelligence, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut que tu ailles une nuit de pleine lune au fond de la forêt. Tu sais, il y a une petite cascade. Eh bien, tu te baignes une nuit de pleine lune sous la cascade et tu verras. Tu gagneras une graine d'intelligence. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a attendu l'été, une belle nuit de pleine lune. Elle a été là-bas à minuit, au fond de la forêt. Elle s'est baignée sous la cascade et elle est revenue. Et quand elle est rentrée, voilà qu'elle croise des musiciens, des ménestrels. Et quand il la voit comme ça au milieu de la forêt, elle lui dit « Hé, qui tu es toi? Tu es une fée, une princesse ?» Et sans doute que cette nuit-là, elle s'est prise pour une fée ou une princesse. Parce que les ménestrels, les musiciens se sont mis à jouer pour elle. Et elle s'est mise à danser pour eux. Prenez bien garde qu'on nous regarde, suis trop gaillarde, dites-le-moi, car trop me tarde de me donner, dites-le-moi. Dieu de l'enfer, qu'il ne me darde, suis trop gaillarde, dites-le-moi, car trop me darde de me donner, dites-le-moi. Elle a dansé toute la nuit. Et quand quelques mois plus tard, son ventre s'est mis à grossir, j'ai dit tiens, ma graine d'intelligence, elle est en train de germer. Et quand quelques mois plus tard, elle a mis au monde un beau petit garçon, elle s'est dit oh, ma graine d'intelligence, elle a donné un beau fruit. Et en souvenir de cette belle nuit de pleine lune, à son petit garçon, elle a donné comme nom Saturnin, comme Saturne, la lune. Et Saturnin, il a grandi avec sa graine d'intelligence. Seulement sa graine d'intelligence, je ne sais pas très bien où est-ce qu'il l'a mis dans son cerveau. Ah non, il n'est pas idiot. Simplement, il ne pense pas le monde comme les autres. Par exemple, il n'arrive pas à apprendre à compter. Bon, il connaît les chiffres, hein, il connaît les nombres, mais il n'arrive pas à comprendre pourquoi les chiffres et les nombres, il faut les mettre dans ce sens-là. Un exemple. Ce jour-là, sa mère lui dit « Écoute, Saturnin, j'ai besoin de farine pour faire mes galettes. Tu sais où habite le meunier? Bon, tu vois, je te donne un sac et je te donne des pièces. Tu vas chez le meunier, tu donnes le sac et les pièces. Le meunier, il va mettre de la farine dans le sac, alors tu reviens à la maison avec la farine dans le sac et tu laisses les pièces. Tu as compris, Saturnin? Oh maman, j'adore faire les courses. Et d'ailleurs, j'ai en profité pour compter mes pas sur le chemin. Allez, j'y vais. Par quoi que ça commence déjà? Ah oui, 1, 7, 14, 22, 8, 47, 12, 25... Je crois que je me suis mélangée. Vous dire, c'est pas facile de compter sans ses doigts. Hein. Allez, je vais compter avec mes doigts. Allez. 1, 22, 47, 8, 3, ni 47, 12, 20. Je me suis encore mélangée. Bon, je mélange mes doigts et je recommence. Hein. 7, 2, 8, 45, 73. Et c'est comme ça que
il arrive chez le meunier, il fait nuit. Et là, il s'aperçoit que, oh là là, il a toujours ses doigts dans ses mains, mais il n'a plus le sac. Et il n'a plus les pièces. Oh là là, qu'est-ce qu'elle va dire, maman? Enfin, juste à côté de chez le meunier, il y a une petite lumière. Alors il se met à chercher, là, et c'est là que sa mère le trouve. Dis-moi, Saturnin, qu'est-ce que tu fais? Et la farine? Et les pièces? Oh maman, je crois que tu vas me gronder. J'ai perdu les pièces, j'ai perdu le sac. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un fils pareil? Est-ce que tu sais où est-ce que tu les as perdus? Non, maman, je sais plus. Alors, Saturnin, pourquoi est-ce que tu cherches ici? Mais maman, enfin, regarde, il fait tout noir. Alors ici, au moins, il y a de la lumière. Voilà l'intelligence un peu particulière de notre Saturnin. Et dans le village de Saturnin, il y avait quelque chose d'un peu particulier. Tous les hivers, il y avait un conteur. Un conteur qui venait au château. Et le seigneur, ce n'est pas un mauvais bougre. Alors, quand le conteur vient au château, il fait une soirée spéciale. Il ouvre le château pour tous les gens du village. On met de la paille par terre, on allume un grand feu dans la cheminée, on fait une bonne soupe, des miches de pain, il nourrit tout le monde. Et quand les estomacs sont bien pleins, eh bien, tout le monde peut ouvrir grand ses oreilles. Et toujours, au premier rang, là, juste devant, il y a Saturnin. Il adore les histoires. Alors il est là avec ses grands yeux brillants, avec ses grandes oreilles. Il rate pas une de ses soirées. Et le conteur, quand il vient au château et qu'il fait ses soirées de contes, eh bien, il commence toujours par des petites histoires apéritives, des sortes de petites vignettes. Par exemple, il dit comme ça: je suis plus grand que Dieu. Je suis plus bas que le diable. Les morts se nourrissent de moi, mais si les vivants me mangent, ils meurent. Qui suis-je? Oui, rien n'est plus grand que Dieu, rien n'est plus bas que le diable. Les morts se nourrissent de rien, et si les vivants mangent rien, ils meurent. Une autre. Je suis mon Seigneur. Je suis la jante d'âme. Je suis l'un, je suis l'autre. Mais je ne suis ni l'un ni l'autre. Qui suis-je? Allons, c'est juste une petite question de vocabulaire, de synonymes, le verbe suivre et le verbe être. Je suis votre serviteur. Et votre serviteur suit la jante d'âme du verbe suivre. Il suit mon Seigneur. Il suit l'un, il suit l'autre. Mais il n'est ni l'un ni l'autre. Ah, les devinettes. Et il y a notre Saturnin qui est là au premier rang. Il se dit, mais c'est pas possible. Il y en a qui arrivent à comprendre la réponse sans même savoir pourquoi. Mais lui, il n'a même pas la moindre idée de quoi que ce soit. Mais comme il est là toujours au premier rang, le conteur, il a un petit faible pour Saturnin. Et donc, il finit toujours par une devinette rien que pour Saturnin. On est d'accord, hein? Cette devinette, elle est pour Saturnin. C'est lui qui répond. Saturnin. Qu'est-ce que j'ai dans la main? C'est blanc à l'extérieur, jaune à l'intérieur. Et si je t'en donne 12, tu peux te faire une bonne omelette. Oh, il y a beaucoup de Saturnins dans la salle. J'ai dit, c'est Saturnin qui répond. Et Saturnin, il est comme ça. Des navets farcis à la carotte. Voilà, je vous ai présenté Saturnin et le conteur. Et donc, après ces petites histoires apéritives, notre conteur rentrait dans une grande histoire, un récit. En voici un.
Au début de cette histoire, il y a un homme. Un homme dans son lit. Mais il ne dort pas. C'est un seigneur. Au début, il avait cru que c'était à cause de cette brisure de lune qui vient se fendre au pied de son lit. C'est pour ça qu'il a mis une grande tenture devant le volet de bois. Mais c'est comme si la lune, les nuits de pleine lune, venaient gratter au volet. Il entend la lune et son souffle devient de plus en plus court. Il se tourne, il se retourne dans son lit, jusqu'à presque étouffer. À un moment donné, il n'en peut plus. Il sort à pas de loup de la chambre, il sort du château. Et là, l'air frais de la nuit lui fait du bien. Irrigue ses poumons. Il se met à courir à travers l'immense forêt qui entoure son château, la forêt de Bisclaveret. Bisclaveret, c'est le nom de la forêt, c'est le nom du château, et c'est son nom à lui, car il est seigneur de Bisclaveret. Bisclaveret court à travers la forêt. Il suit les éclats de lune entre les arbres, comme si les éclats de lune lui indiquaient un chemin jusqu'au cœur de la forêt. Au cœur de la forêt, il y a une grande clairière. Dans cette clairière, il y a une chapelle et derrière une pierre dressée. Bisclaveret va derrière cette pierre dressée. Il se déshabille, il revient au milieu de la clairière. Et là, au milieu des arbres, il voit la lune ronde, ses orbites creuses, sa bouche vide. Il se met à hurler, à crier dans la nuit. Et dans son cri, il sent sa peau qui se met à trembler, à épaissir, sa mâchoire qui avance, ses dents qui se mettent à pousser, qui deviennent des crocs, ses ongles qui deviennent des griffes. Loup devenu, il se met à chasser, à traquer, jusqu'à l'épuisement. Dans la chambre, dans le lit, il y a Liettik. Liettik, c'est la femme de Bisclaveret. Elle a fait semblant. Elle a fait semblant de ne pas sentir le corps de son mari se tourner et se retourner à côté d'elle, de ne pas entendre son souffle devenir de plus en plus court, de ne pas entrevoir l'ombre de son mari sortir de la chambre à pas de loup. Mais quand elle est seule dans la chambre, elle se glisse dans la place laissée chaude par son mari et elle attend. Elle attend parce qu'elle sait qu'il reviendra. Il faut attendre 3 jours, 6 jours ou 9 jours, mais il finit toujours par revenir. Et quand il revient, elle le questionne. Mais pourquoi? Pourquoi partez-vous ainsi la nuit? Oh, ma douce Liettik, si je vous le disais, mais vous en mourriez de terreur. Si vous ne voulez rien me dire, c'est que vous allez voir une autre femme. Oh, Liettik, elles ont bien nom de femme, celles que je vais rejoindre. Elles s'appellent nuit, ombre, lune, forêt. Mais de corps, elles n'en ont point. Vous êtes la seule que j'aime. Mais cette réponse ne satisfait pas Liettik. À chacun de ses retours, elle se fait plus pressante. Si bien qu'un jour, Bisclaveret prend son épouse tout contre lui et lui dit « Puisque vous voulez tout savoir de moi, je vous conduirai au cœur de moi-même. » Et voilà que Bisclaveret raconte comment il entendait la lune la nuit. C'est pour cela qu'il avait mis cette grande tenture devant le volet de bois, à cause de cette brisure de lune qui venait se fendre au pied de leur lit. Il raconte comment il ne peut pas résister, que son souffle devient de plus en plus court. Il raconte la course dans la nuit, la forêt, il raconte la chapelle, la pierre dressée, les vêtements, les cris, la peau qui se met à épaissir. Il raconte la chasse, la traque, jusqu'à l'épuisement. Liettik, elle ferme les yeux pour mieux entendre. Elle ferme la bouche pour ne pas crier. Elle serre les poings. Cette nuit-là, elle veut la traverser avec son époux jusqu'au petit matin. Mais quand au petit matin, elle ouvre les yeux et qu'elle regarde son mari, elle comprend que cet homme-là, elle ne pourra plus jamais l'aimer. Oui, dans ses cheveux en broussailles, elle voit
la fourrure du loup. Dans ses yeux brillants, elle voit le fauve aux aguets. Dans cette main qui s'approche pour la caresser, elle voit le loup en chasse. Non, cet homme-là, elle ne pourra plus jamais l'aimer. Mais elle sait ce qu'elle doit faire. Parce qu'en ces temps de sortilèges et de magie, on sait ce qu'on doit faire. Il faut attendre. Déjà attendre la prochaine fois qu'il partira. La prochaine nuit de pleine lune. Puis le lendemain, attendre que le soleil ait remplacé la lune en son zénith. Et puis attendre encore. Aller là, au milieu de la forêt, aller jusqu'à la chapelle, la pierre dressée, prendre les vêtements, ramener les vêtements, les cacher. Et quand le loup reviendrait vers les vêtements, il ne les trouverait pas. Et il ne pourrait pas reprendre sa forme humaine. C'est ce qu'elle a fait. Elle a attendu. Elle a attendu la prochaine nuit de pleine lune où elle a senti le corps de son mari se tourner et se retourner à côté d'elle. Elle a attendu de voir l'ombre sortir à pas de loup de la chambre et elle a su que cette nuit-là, ce serait la dernière. Elle a attendu le lendemain que le soleil ait remplacé la lune en son zénith et elle était là-bas, au milieu de la forêt. Derrière la chapelle, la pierre dressée, les vêtements. Elle a pris les vêtements, elle les a mis dans un sac, elle est revenue au château, elle a été dans la cave du château, elle a creusé un trou et elle a caché les vêtements. Quand le loup est revenu vers les vêtements, il ne les a pas trouvés. Et le loup est resté loup. Bisclaveret n'a pas pu reprendre sa forme humaine. Oh, bien sûr, au château, on s'est inquiété de la disparition du Seigneur, mais il était parti tellement de fois, simplement cette fois-là, il n'était pas revenu. Si bien qu'au bout d'un an, on a déclaré Bisclaveret mort et Liettik veuve. Liettik s'est remariée. Elle s'est remariée avec un compagnon de son mari, un homme qui avait jusque-là agrémenté la solitude de ses jours. Il a agrémenté aussi la solitude de ses nuits. Et quelque temps plus tard, Liettik est tombée enceinte. Le temps passe. Et un jour, le roi est venu chasser dans l'immense forêt qui entoure le château de Bisclaveret. La chasse est partie à la poursuite d'un cerf. Mais voilà qu'à un moment donné, la chasse se rend compte qu'entre le cerf et la chasse, il y a un loup. Un loup qui lui aussi est parti à la poursuite du cerf. Et immédiatement, la chasse a changé d'objectif. Elle ne s'est plus mise à poursuivre le cerf, mais le loup. Les loups, ces bêtes terribles qui autrefois terrorisaient les campagnes, qui, les hivers trop froids, quand les animaux ne trouveraient plus rien à manger, s'approchaient si près des villages qu'il fallait faire attention aux enfants, qu'ils ne s'éloignent pas. Le loup aurait pu s'attaquer aux enfants. Oui, les loups, ces bêtes sauvages, on les traquait, on les tuait. Donc la chasse du roi s'est mise à la poursuite du loup. Mais un vieux loup solitaire, c'est capable de faire plusieurs lieues en une seule journée. Si bien que la chasse a mis du temps à arriver à entourer le loup. Mais enfin, le loup, épuisé et entouré par la meute de chiens, il continue à se défendre à coups de crocs, à coups de griffes. Les veneurs arrivent, ils écartent les chiens et ils tendent au roi le pieu. Car comme le veut la tradition, c'est au roi de donner le coup de grâce à l'animal. Mais quand le loup voit le roi, il change complètement d'attitude. De bête féroce, il devient comme un animal docile. Il se plaque sur le sol, la queue entre les pattes, les oreilles pendantes, en jappant doucement. « C'est étrange, dit le roi. On dirait que cet animal demande grâce. » Et au mot « grâce », le loup relève la tête. Ses oreilles pointent vers le ciel, comme s'il voulait dire « oui, oui, c'est cela ». On dirait que cet animal comprend mes paroles. Allons, essayons de l'attacher et de le ramener au château. Les veneurs s'approchent doucement du loup. Et en effet, comme une bête apprivoisée, un animal docile, le loup se laisse faire. Il se laisse mettre une sangle autour du cou, une sorte de laisse dont on donne l'autre bout au roi. Mais cette laisse était
bien inutile, car le loup s'est mis à suivre le cheval du roi, comme s'il connaissait lui-même le chemin du château. Et c'est ainsi que le loup est devenu l'animal de compagnie du roi. Le roi l'adorait, il s'en occupait lui-même, lui donnait à manger, le laissait dormir au pied de son lit. Il disait « c'est mon meilleur conseiller ». Car quand le roi avait quelques soucis, quelques décisions importantes à prendre, ce qui est ma foi le lot des rois, il s'enfermait avec son loup et lui parlait. Et le loup l'écoutait avec une telle intensité que petit à petit, le roi savait quelle était la bonne décision à prendre. Tous les ans, au château, il y a un grand rassemblement au moment de la Pentecôte. Vous imaginez bien qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas de téléphone, les choses étaient compliquées pour se parler d'un endroit à l'autre du royaume. Donc, une fois par an, tous les seigneurs, mais aussi leurs épouses, leurs enfants, leurs suites, se rassemblaient au château du roi pendant quelque temps. C'était l'occasion que les familles fassent meilleure connaissance, c'était le moment du grand conseil, et c'était aussi l'occasion que des jeunes gens repartent avec une autre famille pour parfaire son éducation. Les filles et les garçons adolescents allaient passer quelques années dans un autre endroit du pays, dans une autre famille. Cela tissait des liens solides entre les familles. Et donc, à cette occasion-là, on installait des grandes, sur la plaine autour du château, des tentes pour accueillir toute cette gente et belle compagnie. Il y avait bien sûr des montreurs d'animaux, des jongleurs, des musiciens, des conteurs qui venaient pour les divertir. Il y avait les lices installées pour les tournois. Et le grand moment, le moment du conseil. Parmi, bien sûr, les seigneurs qui sont venus, il y a Liettik et son nouveau mari, le nouveau seigneur de Bisclaveret. Voilà donc le moment du grand conseil qui arrive. Le roi trône sur sa chaire, à côté de lui il y a son loup, et les seigneurs viennent les uns après les autres pour lui rendre leur hommage. Mais quand le nouveau mari de Liettik, le nouveau seigneur de Bisclaveret entre dans la pièce, le loup devient comme fou. D'un seul bond, il traverse la pièce, il se jette sur cet homme, le plaque sur le sol. Immédiatement, le roi se lève, ici, au pied. Le loup, obéissant, revient au pied du roi, mais il s'étale sur le sol, les pattes sur le côté, comme une bête malade, jappant doucement. Mais personne ne fait attention au loup. Tout le monde s'est précipité vers l'homme pour le relever. Heureusement, il n'a pas été blessé, seul son vêtement a été déchiré. Au bruit que tout cela a fait, les femmes ont accouru, et parmi elles, Liettik. Et quand Liettik rentre dans la pièce, le loup se remet sur ses pattes, et il se met à hurler, comme font les loups, en regardant la lune. À ce moment-là, Liettik sent ses jambes se défaire sous elle, elle s'évanouit. Personne ne comprend ce qui se passe. Le roi ordonne à ce qu'on enferme le loup et il demande à ce que Liettik soit conduit dans sa chambre. Il faut vous dire que le roi connaît bien Liettik. Elle fait partie de ces jeunes filles qui sont venues parfaire leur éducation au château dans la suite de la reine. Et c'est d'ailleurs dans son château qu'elle a rencontré son premier mari, le Bisclaveret, qui n'était autre qu'un fidèle compagnon du roi. Le roi regarde Liettik, allongée sur son lit. Il la regarde comme il regarderait sa propre fille, son ventre rond. Il passe sur son visage, sur son front, un linge frais, sous ses narines, un onguent puissant pour qu'elle revienne à elle. Enfin, Liettik ouvre les yeux. Et quand elle voit le roi, elle lui dit « Oh mon roi, je vous en supplie, pardonnez-moi, pardonnez-moi !» Mais enfin, Liettik, de quoi veux-tu que je te pardonne? Et voilà que Liettik raconte comment son premier mari, le Bisclaveret, n'était autre qu'un garou, qu'un loup-garou. Elle raconte comment elle a pris les vêtements, comment elle les a cachés au fond de
de la cave et qu'elle en est sûre, le loup qui est là à côté du roi n'est autre que le bisclaveret lui-même. Ah, mais enfin, Liettik, si tu dis vrai, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut que tu dises précisément où tu as caché ces vêtements et qu'on nous allions chercher ces vêtements, que nous les placions devant le loup, et s'il s'agit bien du bisclaveret, il reprendra forme humaine. Oui, mon roi, je veux bien, mais à une seule condition, que vous ne me mettiez jamais en contact avec le bisclaveret. Laissez-moi repartir avec mon nouveau mari. Le roi promet, et Liettik explique où elle a caché les vêtements. Le roi envoie quelques serviteurs pour chercher les vêtements. Ils trouvent dans la cave le sac, ils le ramènent au château et on place les vêtements devant le loup. Mais rien ne se passe. Alors le roi dit, c'est peut-être que s'il doit faire quelque chose, il ne peut pas le faire devant nous tous. Laissons le loup ici avec les vêtements et nous verrons bien demain matin. Et chacun s'en retourne dans ses appartements, sous les tentes pour dormir. Et le lendemain matin, quand le roi entre dans la grande salle du château, il n'y a plus le loup, mais son vieil ami, le bisclaveret. Je vous laisse imaginer la joie des retrouvailles. Le roi et le bisclaveret ont pu converser de nouveau ensemble et vivre de nouvelles aventures. Le roi a tenu promesse. Il a laissé Liettik repartir avec son nouveau mari. Quant au bisclaveret, après un temps, il est retourné dans son château. Il ne s'est jamais remarié et plus personne ne lui demande où il s'en va. Ainsi, la nuit, prenez bien garde qu'on nous regarde, suis trop gaillarde, dites-le-moi, car on me tarde de me donner, dites-le-moi. Feu de l'enfer, qu'il ne me tarde, suis trop gaillarde, dites-le-moi, car on me tarde de me donner, dites-le-moi. Voilà donc le genre d'histoire que le conteur racontait au château. Mais d'année en année, le conteur et Saturnin sont devenus de très bons amis. Et Saturnin, chaque hiver, il guette. Il guette le chemin qui mène au village, parce qu'il veut que ce soit chez lui que le conteur aille en premier, avant d'aller chez le Seigneur. Si bien qu'il a toujours un œil sur le chemin. Hé, mon ami le conteur, viens, quel bonheur de te voir. Ah, écoute, viens à la maison. Regarde, pendant que t'étais parti, j'ai pas perdu mon temps, hein. J'ai refait tout le mur de mon jardin. Et puis regarde, j'ai trouvé des cornes de cerf dans la forêt et j'ai décoré le dessus de ma porte avec. Ah, et il faut que je te présente, hein. Il faut que je te présente mon meilleur ami après toi. C'est mon poirier. Ton poirier? Et pourquoi ton poirier, Saturnin? Parce que si tu veux, pendant l'été, pendant que t'es pas là, moi, je m'ennuie, hein. Alors, l'après-midi, je m'installe, hein. Je m'installe sous mon poirier pour faire la sieste. Et là, je me raconte tes histoires. Et là, je suis bien. J'écoute tes histoires dans ma tête et puis, pouf, je m'endors. Et figure-toi que l'été dernier, j'ai fait à chaque fois le même rêve, à chaque fois que j'étais là, endormi sous mon poirier. J'ai rêvé que j'étais l'homme le plus riche du monde. M'a dit Saturnin, tu peux m'expliquer comment tu étais l'homme le plus riche du monde? Raconte-moi ton rêve. Il faut que je te
Dans mon rêve, ça se passe toujours de la même manière. Je me promène et j'arrive dans un petit village. Alors c'est un joli petit village avec une rivière, un pont, et de l'autre côté du pont, il y a une auberge, une belle auberge dont la façade est décorée avec des écus et des lances de chevalier. Et dans mon rêve, figure-toi que je sais lire. Le nom de l'auberge, c'est « Ici, on dort autant qu'on rêve ». Mais moi, je vais pas à l'auberge, je vais sous le pont, et là je creuse un trou. Et dans le trou, je trouve un trésor, 100 pièces d'or. Et c'est comme ça que tous les étés, grâce à toi et grâce à mon poirier, je suis devenu l'homme le plus riche du monde. Mais dis-moi, Saturnin, cet endroit-là dont tu parles dans ton rêve, le petit village avec la rivière, le pont, l'auberge, tu connais cet endroit? Oh ben non, moi tu sais, je suis jamais sorti de mon village, hein. J'ai jamais même été jusqu'au village d'à côté. Parce que figure-toi que Saturnin, ce village, il existe. Exactement ce que t'en écrit, même l'auberge. Ici, on rêve autant qu'on mange, décoré avec des écus et des lances. Mais dis donc, si le village, il existe, peut-être que le trésor aussi, il existe. Ben, c'est justement ce que je me dis. Alors, si je te montre ce village et que tu trouves le trésor, peut-être qu'on pourrait partager. Ah bah ouais, ça n'a pas de problème, hein. On fera 50-50 coupés en deux. On y va? Et les voilà qui vont jusqu'au village. Mais alors Saturnin, il est épaté, parce que le village, c'est exactement comme dans son rêve. Exactement la même petite rivière, le pont, et de l'autre côté, l'auberge avec les écus et les lances. Ici, on rêve autant qu'on mange. Alors, ils vont sous le pont. Mais là, il y a un problème. Ah oui, c'est que exactement à l'endroit où Saturnin voudrait creuser, il y a quelqu'un qui dort. Un espèce de gueux, un mendiant, quoi. Alors, il le réveille. S'il vous plaît, vous pourriez vous pousser un petit peu? Qu'est-ce que c'est que ça? L'amour sous la vie! Qu'est-ce qui vient chez moi? Excusez-moi, monsieur, c'est-à-dire que... Et Saturnin, il commence à raconter son histoire. Mais le gueux, en fait, c'est un aveugle. Tu vois bien, qu'ici c'est chez moi, hein? Et si le trésor, là, il est ici chez moi, eh ben, j'en veux ma part. Ah ben, vous inquiétez pas, hein? Les compteurs, on fera 50-50 coupé en 3. D'accord. 50-50 coupé en 3. Mais t'as pas intérêt à me tromper. Parce que tu vois là, j'ai 2 orbites creuses, mais j'ai des yeux un peu partout, tout autour de ma tête. On me trompe pas. Oh, vous inquiétez pas l'aveugle, moi, je suis pas un voleur, hein? Hein? Allez, et de toute façon, avec 100 pièces d'or, il y a largement de quoi faire 50-50 coupé en 3, hein? Et Saturnin, il prend sa pelle et il commence à creuser. Il creuse. Il creuse. Il creuse. Il creuse. Mais il trouve rien. Et l'aveugle, il est là, il rigole. Ah, ça me fait rigoler ton histoire. Bah oui, parce que figure-toi que si moi je dors là depuis des années, c'est que à chaque fois que je dors là, moi aussi je fais un rêve. Ouais, je rêve moi aussi que je suis l'homme le plus riche du monde. Et figure-toi que dans mon rêve, j'arrive dans un petit village au creux d'un vallon, avec des maisons en bois, en torchis. Et dans ce village, il y a une petite maison là, avec un petit mur refait à neuf, avec une porte, elle est décorée avec des cornes de cerf. Et puis il y a un poirier. Et ben j'arrive dans ce village, je creuse sous le poirier et je trouve un trésor. Mais dis donc l'aveugle, c'est incroyable. C'est exactement ce que tu as décrit, c'est ma maison. Ah ben dis donc le garçon, peut-être qu'il est là, le trésor. Alors si on y va et qu'on trouve le trésor là-bas, on fait 50-50 coupé en 3. Ben d'accord l'aveugle, on y va. Et les voilà, tous les 3 qui vont chez Saturnin. Et là, Saturnin, il se met à creuser. Et il trouve un trésor. Une petite boîte avec exactement 100 pièces d'or. Et il commence à faire 50-50 coupé en 3. Mais c'est toujours compté que jusqu'à 1. 1, 1, 1, 1, 1.
qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il n'y a plus qu'une pièce d'or. Et vous savez ce qu'il en a fait? Eh bien, il l'a envoyé comme ça en l'air. Et il se trouve que juste à ce moment-là, moi, je passais derrière le muret. Je l'ai attrapé, j'ai entendu l'histoire, et en échange de la pièce d'or, je suis venue vous raconter cette histoire. Mais figurez-vous qu'ils avaient trouvé un trésor. Ils étaient revenus tous les trois riches. Mais il y a une autre richesse, c'est l'amitié. Ils étaient maintenant 3 amis. Et l'aveugle, il a fait un cadeau au conteur. Il lui a appris sa chanson, la chanson de l'aveugle. Une vraie richesse. Je suis un lion plein, et moi je plains tout le monde. Mes 2 yeux ne sont plus pleins, car ils ont perdu leur bombe. Dans un malheur comme le mien, tu t'en moques. La chandelle ne vaut rien. Je me lève de bon matin, m'en vais de village en village. L'un me donne un bout de pain, l'autre un morceau de fromage. Et quelquefois par hasard, tu t'en moques. Un petit morceau de lard. J'ai mon chien et mon bâton, mes 2 compagnons fidèles. L'un me mène à tâtons, l'autre au bout d'une ficelle. N'aimeriez-vous pas bien mieux? Tu t'en moques. C'est de guide que de yeux. Je me moque du mercier et de toutes ses cassettes. Je n'ai besoin de papier, encore moins de lunettes. J'ai pour peigne mes 10 doigts. Tu t'en moques. Et mes manches pour mouchoirs. Si jamais me venait un fils dans cette agréable vie, je prierais bien le bon Dieu, aussi la Vierge Marie, qu'il lui crève les 2 yeux. Tu t'en moques, pour en faire un vieux luneux. Et voilà, la chanson de l'aveugle. Et pour récompenser Saturnin d'avoir fait de lui un homme riche, le conteur, ce soir-là, a proposé à Saturnin de choisir lui-même l'histoire qui serait racontée. Et Saturnin a choisi son histoire préférée. Et son histoire préférée, c'est une histoire de bagarre. Oh bon, pourtant Saturnin, lui, il aime pas se bagarrer, hein. La bagarre, c'est vraiment pas son truc. Oh si, il assistait, hein. Ça, que les autres se donnent des coups de poing, ça l'amuse, hein. Mais si on s'attaque à lui, ouf, on le retrouve en haut de l'arbre, derrière le tas de fumier. Mais les histoires de bagarre, il adore. Donc, voici l'histoire que raconte le conteur pour Saturnin ce soir-là. Et cette histoire, comme toutes les histoires, elle commence par une femme, une mère. Et cette femme-là, elle a eu de la chance. Oui, parce qu'elle s'est mariée. Elle s'est mariée avec l'homme qu'elle aimait. Et ce n'était pas toujours le cas à l'époque. Et avec cet homme-là, elle a eu 4 fils, 4 garçons. Et son mari, ses 4 fils, étaient tous preux et vaillants chevaliers. Seulement, parfois, un grand bonheur succède à un grand malheur. Et la même année, cette femme a perdu son mari et ses 4 fils, tous morts au combat.
Elle est là. Elle est là devant les tombes de ses bien-aimés. Et elle sait qu'au creux d'elle est en train de grandir une autre vie, un autre enfant. Alors elle se jure, là, devant la tombe des siens, que si cet enfant est un garçon, jamais il ne sera chevalier, jamais même il n'entendra prononcer le mot de chevalier. Et pour cela, elle vend tous ses biens. Elle s'installe dans une petite maison, un petit manoir à l'écart du monde, dans un village loin des grandes routes passantes. Et elle interdit à tous, aux gens de la maison et aux gens du village, de prononcer devant l'enfant le mot de chevalier. L'enfant naît. C'est un garçon. Et on l'appelle Perceval. Perceval grandit avec les autres enfants du village. Il passe beaucoup de temps à la chasse. Il est d'ailleurs très doué. Il connaît tous les animaux de la forêt, leurs traces, leurs habitudes. Il est capable de voir sur la feuille d'un taillis le poil laissé par le passage d'un animal et de reconnaître si ce poil est un poil de biche, de chevreuil, de cerf ou de sanglier. Mais l'animal qu'il voit ce matin-là dans la forêt, il ne l'a jamais vu. C'est une bête énorme, avec 6 pattes et 2 têtes. Alors qu'une des têtes est en train de brouter l'herbe, l'autre est tournée vers le ciel et a une face d'homme. Perceval s'approche de l'animal. Il prend un de ces 3 javelots de bois, comme on s'en fabrique dans son village. Il s'approche de l'animal sans faire crisser la moindre feuille sous ses pieds. Mais quand il est à quelques pas, la face d'homme se retourne vers lui. « Ange, démon, qui va là ?» Ange et démon, veux-tu dire, puisque je suis un homme. Dis-moi, n'as-tu point vu mon compagnon, un chevalier? Un chevalier? J'en ai jamais vu. Comment c'est fait? Bah, ouvre les yeux et baisse ton javelot. Tu risquerais de me faire peur. Un chevalier, tu en as un devant toi. Un chevalier? Ah, c'est pour ça que vous êtes un homme lié à votre cheval. J'ai cru que tout ce fer sur vous, c'était votre peau, mon aume, mon aubert, ma cuirasse, même la pointe de ton javelot n'y pénétrerait pas. Mais dis-moi, c'est moi qui pose les questions. Et ce grand bâton là sur devant, c'est pour quoi faire? Bah non, c'est un bon coup, je désarçonne tous mes adversaires. Mais il me semble que c'est moi qui t'ai posé une question. Et là, devant ce grand plat de cuivre, c'est pour manger. Mais que le diable m'y mange si on fait un jour de moi de la viande froide. Mon bouclier, allez, adieu si tu n'es pas capable de me répondre. Je n'ai pas de temps à perdre. Mais attendez, vous pourrez au moins me répondre. Qui vous a donné toutes ces armes? C'est le roi, c'est lui qui fait les chevaliers. Le roi? Et où est-ce qu'il habite? Là-bas, de l'autre côté de ces collines. C'est chez lui que je me rends. J'irai voir le roi et il me fera chevalier. Et voilà notre Perceval qui rentre chez lui. Il prend sa cotelle de cuir de cerf que sa mère lui a faite, ses 3 javelots de bois, et il part sur les traces du chevalier. Mon petit, mon fils, mais où cours-tu ainsi? Je ne suis pas ton petit, je vais chez le roi et il me fera chevalier. Chevalier? Le roi? Mais mon fils, mon petit, tu ne sais même pas où est-ce qu'il habite. Le roi, si, le roi, il est là-bas, de l'autre côté de ces collines. Perceval répond à sa mère sans même s'arrêter, en continuant à courir. Mais attends, dis-moi au moins quand il reviendra, dis-moi au moins adieu. Perceval continue à courir. Il est en haut de la première colline. Et il s'arrête. Il se retourne. Il voit dans le creux du vallon la maison de son enfance, et étendue sur le sol, sa mère, évanouie, pâmée de douleur. Mais il ne fait pas demi-tour, il est déjà parti. Il cherche sur le sol les traces des chevaliers. Là où le chevalier a dormi, il dort. Là où le chevalier a fait cuire sa nourriture, il écarte les cendres et rallume les braises.
Au bout de quelques jours, il est au bord d'une grande vallée. Et là-bas, de l'autre côté de la vallée, il aperçoit une immense bâtisse, des tours, des étendards, des créneaux, un pont-levis. C'est sûrement là, le château du roi. Il traverse la vallée, il entre sur le pont-levis. À ce moment-là, sort du château un chevalier, tout de vermeil vêtu, qui tient une coupe d'or à la main. Fasciné, Perceval s'écarte pour le regarder passer. Puis, il rentre dans la cour du château. Jamais il n'aurait pu imaginer une bâtisse aussi grande. Il y a des gens qui vont et viennent avec des plateaux portant toutes sortes de nourriture. Ce doit être des serviteurs. Personne ne fait attention à Perceval. Tout cela semble converger vers une grande pièce où on entend des voix, des cris, des rires. Perceval entre dans la pièce discrètement. La pièce est pleine de chevaliers. Certains sont attablés avec de belles dames, mais la plupart sont étendus sur le sol, sur des paillasses, blessés. Au fond de la pièce, il y a une immense cheminée. Et ma foi, tous les feux de l'enfer pourraient bien y brûler. Et il ressemble bien au diable, celui qui attise le feu. Il regarde Perceval entrer avec un air malicieux, tout en soufflant dans un grand tuyau. C'est le fou du roi. À côté de lui se tient une jeune fille. Une jeune fille au visage si pâle que Perceval en est saisi. Il faut vous dire que cette jeune fille n'a pas ri, ni même souri depuis 7 ans. Et le fou dit souvent, pour narguer les chevaliers, qu'elle ne retrouvera son rire et son sourire que le jour où elle verra le meilleur d'entre eux. Et ma foi, ce jour n'est pas encore arrivé. À côté de la cheminée sont assis 2 hommes. L'un est immobile. Il regarde sur le sol, fasciné, une flaque de liquide pourpre. Et l'autre regarde dans sa main avec dépit son épée brisée. Et cet homme, c'est justement celui que Perceval a vu dans la forêt. Alors il s'en approche pour le saluer, mais le fou l'interrompt. Étranger, prends garde à qui tu parles. Celui-ci est le sénéchal du roi, et sa langue est double comme celle du serpent. La première est dans sa bouche, brûlante comme l'éclair, et l'autre est dans sa main, de fer. Oh, ben sénéchal, on vous l'a coupé. Fou, assez, ou avec cette demi-lame, je te la fais ravaler, la tienne, de langue. Hé, sénéchal, bah vous me reconnaissez pas? Bah c'est moi que vous avez vu dans la forêt. Je suis venu voir le roi pour qu'il me fasse chevalier. Le roi? C'est l'homme qui est assis à côté de moi. Roi, je vous salue. Donnez-moi des armes. Je veux être chevalier. Mais l'homme semble pétrifié, comme une statue en contemplation de cette flaque de liquide pourpre. Alors Perceval s'en approche, il l'inspecte un peu comme si c'était une statue. Et comme il ne bouge pas, vous m'avez menti, sénéchal, celui-ci n'est pas le roi. Comment ferait-il des chevaliers? On ne peut pas lui tirer une seule parole. Et à ce moment-là, vous vous rappelez la jeune fille qui était à côté du fou? Elle se met à rire, et son rire emplit toute la pièce. Hé, sénéchal,
mais ça je vois. C'est donc qu'elle a vu le plus grand des chevaliers. Salut à toi, le plus grand, le plus beau des chevaliers, notre héros avec ses 3 javelots. Et tous se mettent à rire avec la demoiselle. Mais la demoiselle, elle, s'arrête de rire. Elle s'approche de Perceval et lui dit: si tu vis longtemps, mon cœur me dit qu'il n'y aura pas de chevalier qui te surpasse. Cette fois-ci, pour le sénéchal, le chef des chevaliers, c'en est trop. Pour faire cesser les rires, il assène au fou un magistral coup de pied au derrière. Celui-ci tombe, les fesses les premières dans le feu, et pour faire taire la demoiselle, il la frappe au visage. Sénéchal, assez. Qui en ce jour est capable de me défendre? Même pas vous. Étranger, je ne sais qui tu es ni d'où tu viens, mais ne tiens pas à mal que je n'ai répondu à ton salut. Mon pire ennemi, l'homme qui me hait le plus au monde, vient de sortir d'ici. Il a osé dire devant tous qu'il aura ma terre, que je le veuille ou non. Et dans son élan d'outrage, il a pris ma coupe d'or remplie de vin et en a jeté le contenu sur la robe de la reine. La honte de la reine m'afflige autant que le défi qu'il m'a lancé. Ces chevaliers que tu vois autour de moi sont les meilleurs chevaliers du monde, mais fatigués de la bataille que nous venons de mener. Aucun n'est en état de relever ce défi. Perceval ne comprend pas. Il ne sait pas ce que veulent dire les mots défi, outrage, honte de la reine. Roi, je ne veux pas vous embêter. Je suis juste venu chercher des armes. Tenez, donnez-moi des armes vermeilles, comme celles du chevalier que je viens de voir sortir de votre pont-levis. Et après, je m'en irai. Par ma foi, tu as raison, ce chevalier vermeil est celui qui vient de défier le roi. Alors va toi-même lui retirer ses armes, sénéchal. Vous avez tort de vous moquer de cet enfant. Il est peut-être simple d'esprit, mais qui connaît sa vaillance? Mais je suis vaillant. J'irai moi-même chercher les armes de ce chevalier. Sénéchal, mes 3 javelots valent bien votre aume, votre Robert et votre bouclier. Et vif comme un chevreuil, notre Perceval court entre les broussailles à la recherche du chevalier vermeil. Il l'aperçoit bientôt, qui chemine vers ces terres attendant le combat. Quand il est à portée de voix, il l'interpelle. Chevalier! Mettez pas vos armes! Ne les portez pas un instant de plus! C'est le roi qui l'ordonne! Viens-tu de la part du roi? C'est toi qui l'as trouvé pour relever mon défi? Peu m'importe le défi que vous avez lancé au roi. Mettez bas vos armes! Cette fois-ci, pour le chevalier vermeil, c'en est trop. Il abaisse sa visière, il pointe sa lance sur Perceval et prône son cheval. Perceval reçoit le coup en pleine épaule. Il tombe dans le fossé. Tous ces bourdis. Il ressort la tête du fossé. Il aperçoit le chevalier vermeil qui revient vers lui au galop. Cette fois, le chevalier vermeil met la main au pommeau de son épée. Perceval prend son javelot et vise. L'arme se plante dans la fente du aume. Elle traverse le crâne et elle ressort au niveau de l'occiput. Blanc, rouge, sang, cervelle. Le chevalier ne voit plus, il n'entend plus, il tombe raide, mort.
Perceval s'en approche et il entreprend de se saisir des armes. À vrai dire, il ne sait pas très bien par où commencer. Voyons d'abord le home. Il attrape la tête. Il pousse, il tire, il vrille. Je crois que je vais lui arracher la tête. Voyons plutôt l'épée. Il ne prend pas l'épée, il prend le fourreau de l'épée. C'est pas vrai, j'aurais pu vite fait de le dépecer et de le mettre en grillade. Je peux vous aider? Le fou du roi, toujours pressé de ramener une bonne histoire à raconter au château, s'est dépêché de changer de culotte. Et il est arrivé juste à temps pour voir sans cervelle. Et de ses doigts agiles, il commence à défaire et délasser toutes les parties du vêtement. Wow, vous êtes un vrai magicien. La magie est dans l'œil du sot qui ne sait pas regarder. Oh, allons, venez ça, que je vous embêtisse. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais je ne veux pas de cette chemise. Elle est beaucoup trop fine et elle est pleine de sang. Je ne veux que les armes. Et le fou a pu raconter qu'il a été beaucoup plus facile à Perceval le chevalier vermeil qu'à lui de le vêtir de ses nouvelles armes. Et vous là, oui, qui ne savez pas grand-chose. Oui, vous pouvez au moins me dire votre nom. Je m'appelle Perceval, le Gallois. Tiens, prends cette coupe d'or et va la porter au roi en échange de ses armes. Quant à la jeune fille, tu sais, celle qui a ri à cause de moi et qui a été frappée, dis-lui qu'au jour venu, je la vengerai de son offense. Et voilà comment Perceval est devenu preux et vaillant chevalier. Comme l'avait prédit celle qu'on appellera à partir de ce jour la pucelle au doux rire. Et comme a pu le raconter le fou et les conteurs à sa suite. Enfin, cette histoire. Oui, cette histoire de trésor, elle est arrivée jusqu'aux oreilles du roi. Vous vous rappelez, Saturnin? Saturnin! Bah oui, et le compteur, le trésor 111. Oui, quelqu'un qui trouve des trésors dans ses rêves. Bah, c'est drôlement intéressant. Quand on est un roi et qu'on doit partir à la guerre. Alors le roi lui dit, Sénéchal, venez ici immédiatement. J'ai entendu dire que dans mon royaume, il y a un garçon qui s'appelle, comment? Ah, Saturnin, oui. Et ce Saturnin, il trouve des trésors dans ses rêves. Je dois bientôt partir à la guerre. Je veux immédiatement, comme ministre de la guerre, aller me chercher ce Saturnin. Et voilà donc le sénéchal qui va chercher Saturnin pour partir à la guerre. Saturnin, ordre de moi, tu dois partir à la guerre. Moi? Partir à la guerre? Non mais moi je sais pas me battre. Vous pouvez leur demander, ils le savent très bien. Moi je déteste me battre. Quand on vient me chercher, on me retrouve en haut de l'arbre, derrière le tas de fumier. Non, moi je pars pas à la guerre. Saturnin, c'est un ordre du roi. Bon, si c'est un ordre du roi, ça veut dire que sinon... Bon, j'y vais.
Et donc notre Saturnin, il va dans son étable, il prend son âne, il monte sur son âne, il prend, qu'est-ce qu'il a là? Bon tiens, un arc, pas de flèche, il emmène ça. Et c'est comme ça qu'il se présente devant le roi. Saturnin, c'est un grand honneur de t'avoir comme ministre de la guerre. Dis-moi, nous allons bientôt partir à la guerre, mais je vois que tu as pris simplement ton âne. Ah bah, c'est-à-dire que mon roi, vous savez, moi... j'ai été dire au revoir à mon âne ce matin quand je lui ai dit que j'allais partir à la guerre. Et alors le mon âne, il s'est mis sur ses pattes de derrière comme ça. Il a dit moi aussi je veux partir à la guerre, moi aussi je veux mourir pour le roi. Alors j'ai bien été obligée de l'emmener. Hein. Bon, passons pour l'âne, Saturnin, mais je vois que tu as pris un arc et pas de flèche. Oh bah pas besoin de flèche. Pourquoi pas besoin de flèche? Bah parce que on n'aura qu'à prendre celle que nous enverrons nos ennemis. Dis-moi, Saturnin, si nos ennemis ne nous envoient pas de flèches, comment ferons-nous? Oh, il y a des fois où vos ennemis vous envoient pas de flèches. Pas toujours. Alors là, mon roi, il faut que vous m'expliquiez quelque chose. Si vos ennemis ne vous envoient pas de flèches, pourquoi vous vous battez? Et à ce moment-là, Saturnin, il s'est pris un coup de pied au derrière. Et l'âne de Saturnin s'est pris un autre coup de pied au derrière de la part du roi. et c'est comme ça que l'un et l'autre se sont retrouvés, l'un dans l'étable, l'autre devant le compteur, pour écouter une histoire l'hiver suivant. Une dernière histoire. Gentes demoiselles et jolies damoiseaux, mesdames et messieurs, venez écouter l'histoire, la triste histoire de notre ami Renard le Goupil. Quoi? On vous en a pas parlé? De l'année? L'année de la grande famine. Ah, l'année de la grande famine, il n'y avait plus rien à manger, ni pour les animaux, ni pour les humains, plus rien. Non, vos anciens ne vous en ont pas parlé. Oh, on raconte plus rien à personne. Pourtant, celui qui a vécu cette famine, on en parle de génération en génération. Et Renard errait depuis 3 jours, le ventre vide et la tête pleine de gras jambon, de poularde farcie, de chapons grillés. Il n'y avait vraiment plus rien à se mettre sous la dent. La terre était gelée, la moindre petit morceau d'air avait été gratté, les écorces, il n'y avait même pas une coquille d'escargot pour lécher la bave à l'intérieur, ou un petit os de grenouille pour se curer les dents. Rien. Et la faim rend parfois audacieux, téméraire, parfois trop. Et c'est pour ça que notre renard s'est approché de l'abbaye des moines blancs. Pourquoi s'approcher de l'abbaye des moines blancs? Mais parce que à l'intérieur de ces hauts murs, les moines ne manquent jamais de rien. Les greniers sont toujours au plein, les garde-manger débordent. Il y a qu'à voir comment les moines sortent de l'abbaye, toujours ronds comme des tonneaux. Mais pourquoi ne pas s'approcher de l'abbaye des moines blancs? Mais parce que derrière ces murs, il y a toujours les moines avec leurs bâtons et les chiens les matins, prêts à ne faire qu'une seule bouchée d'un malheureux renard car il a la mauvaise idée de s'approcher un peu trop près de l'abbaye. Je vous l'ai dit, la faim, ça rend rusé, ça rend téméraire, parfois trop. C'est pour ça que Renard s'est approché de l'abbaye. Il a commencé par faire le tour de l'abbaye. Ouais. Les murs, des fois il y aurait un petit éboulis, un endroit là où on pourrait se glisser, mais non, les moines entretiennent parfaitement les murs. Alors là, il était encore plus audacieux. Renard s'est approché de la grande porte de l'abbaye. Parce que dans la grande porte de l'abbaye, il y a une plus petite porte, oui, une petite trappe par laquelle on fait passer les paniers, les tonneaux, les animaux, et parfois le portier oublie d'enfermer le loquet de cette porte. Renard s'approche. Il a de la chance, Renard.
parce que non seulement le portier a oublié de fermer la petite trappe, mais quand il rentre dans la cour de l'abbaye, il ne réveille ni les moines, ni leurs chiens. Il n'y a pas une seule minute à perdre. Immédiatement, il flaire le poulailler. Il rentre dans le poulailler et là, sur une poutre, 3 magnifiques poules. Une blanche, une rousse, une noire. Un seul bond et 3 coups de croc. Il tue les 3 poules, une seule gorgée. Il avale les 2 premières poules. Et la petite pause. Il rote un bon coup et il s'apprête à manger la 3e poule. Et là, il y a un problème d'optique. C'est que moi, entre les yeux de renard et la 3e poule, il y a son ventre rebondi, déjà rempli des 2 premières poules. Et à voir son ventre rebondi, il pense à Hermeline, sa femme, et ses petits renardeaux. Parce qu'il y a les Hermeline et ses petits renardeaux. Oh oui, il les a laissés ce matin à Beaupertuis dans son château, pleurant de faim. Papa, j'ai faim. Oh, c'est vrai, j'ai des enfants. Oh, bon, ça va. Bon. Papa, oui, d'accord. Bon. Renard est à mon père, il ne mangera pas la 3e poule, il la gardera pour sa femme et ses enfants. Bon, il sort. Et là, vous savez, quand on a mangé très vite, des fois, on a très soif. Et qu'est-ce qu'il aperçoit, Renard, au milieu de l'abbaye? Un puits. Mais n'est-ce pas dans cet endroit que les humains savent garder cette eau si douce, si fraîche, si délicieuse, bien meilleure que celle qui croupit dans les flaques? Et donc, avant de partir, Renard décide d'aller boire un coup. Il cache sa poule derrière le puits et il monte sur le puits. Tiens, il y a quelqu'un au fond du puits. Hermeline, ma douce amie, que faites-vous là? Amie, vous là. Qu'est-ce que vous faites au fond du puits? Je viens vous rejoindre tout de suite. Et notre renard saute dans le seau qui se trouve sur la margelle du puits, un petit coup et hop, le seau commence à descendre. Cric, cric, cric. C'est la poulie qui grince, il n'y a pas d'huile. Cric, 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 cric. Plouf. Et voilà renard au fond du puits, dans l'eau glacée. C'est là qu'il réalise, mais ce n'était pas du tout la voix d'Hermeline, sa femme, c'était son reflet. Et la voix, c'était l'écho. Mais quel imbécile, renard, quel crétin. Tu devrais le savoir pourtant que les ventres pleins n'engendrent que des crétins. C'est la faim qui rend rusée, intelligente. Voilà dans un beau drap, là au fond du puits. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Ah oui, ça sent mauvais. Ne sautez pas là. Ah, ça sent mauvais. Non, ça vient pas là. C'est de là-haut. Mais c'est Isengrin, le loup, celui qui ne se lave jamais, ni les dents, ni le dernier. Qu'est-ce qu'il fait là, le loup, Isengrin? Le loup, Isengrin, il a fait comme renard. Lui aussi, le ventre vide et la tête pleine de gras jambon, de poularde farcie. Lui aussi s'est approché de l'abbaye. Lui aussi a poussé la petite trappe et il est dans la cour de l'abbaye. Immédiatement, l'esprit aiguisé de renard se remet en activité. Et il a fait tout son plan. Au fond du puits, dans le seau, il se met à gémir, à pleurer. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui pleure? Qu'est-ce qu'un gens au fond du puits? Allons voir. Oh, Ersan, ma femme, ma douce amie, que faites-vous là? Amie, vous, là. Mais renard, au fond du puits, continue son petit jeu.
prends la main dans le sac. Vous qui m'aviez juré fidélité, qui m'avez dit que Renard n'était pas votre amant, vous êtes là, au fond du puits, en train de forniquer, espèce de catin, gourgandine, prostituée. Et Renard, au fond du puits, attend que le loup se soit calmé. Ça prend du temps. Oui, quand enfin le loup s'est calmé, il lui dit « Enfin, mon ami, ne vous mettez pas dans cet état. Ce n'est pas du tout Herso qui est là, au fond du puits. Hélas, je suis seule. Il n'y a que moi, Renard. Je devrais dire feu Renard, car je suis mort depuis 3 jours. Mon corps repose auprès de ma chère Hermeline dans mon château à Maupertuis. Et ici, il n'y a que mon âme. Je suis au paradis. » Au paradis? Renard? Mais dites-moi comment c'est fait, le paradis? Oh mon ami, je voudrais que vous y soyez. Ici on ne manque de rien. Les garde-manger débordent, et les greniers sont toujours pleins. Il y a toujours des buffets pré-servis à volonté. On mange ce qu'on veut, quand on veut. On en vomit, on en jette, on n'est même pas obligé de finir son assiette. Oh, Renard, je vous en prie, dites-moi comment on fait pour entrer au paradis. Oh mon ami, c'est très difficile. Il faut d'abord se repentir de toutes les querelles que l'on a eues sur la terre. Or, vous venez de m'insulter, moi qui suis votre meilleure amie, et votre femme, qui est un modèle de fidélité. Oh, Renard, je vous en prie, pardonnez-moi, c'est la faim qui m'a égaré l'esprit. Dites-moi comment on fait pour entrer au paradis. D'accord, d'accord, je vous pardonne. Mais pour entrer au paradis, il va falloir faire votre prière. Je vais aller essayer d'intercéder pour vous auprès du bon Dieu. Pendant ce temps-là, faites votre prière. Hein? À tout de suite. Renard se cache dans le seau et pendant ce temps-là, le loup essaye de faire sa prière. Vous avez déjà fait une prière, vous? Non mais c'est vrai parce que la prière, les loups n'ont pas le droit dans les églises, hein? Non mais alors, bon, attends. Ah ouais, je ramène ta Frésus dans les bus et les trous du peuple. Je me suis mis dans le mauvais sens en plus. C'est pas vrai ça. Bon, si j'ai une idée. Alléluia, 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 allez, Benedictus Sanctus. J'ai fait ma prière russe. Alors Renard, non Renard, il est où? Renard, ah oui Renard. Est-ce que je peux rentrer au paradis? Vous avez de la chance. Dieu accède à votre prière. Ah, vous voyez là, le seau là, qui est sur la margelle. Bon, il suffit que vous vous mettiez là, dans le seau, oui, c'est très bien, et puis vous donnez un petit coup là, hop, et puis vous descendez. C'est parfait! Oui, le loup s'installe dans le seau, un petit coup, et le seau commence à descendre. Cric, cric, cric. Ben oui, personne ne s'est avisé de mettre de l'huile entre-temps. Hein. Cric, cric, cric. Le seau dans lequel se trouve le loup est plus lourd, alors celui dans lequel se trouve Renard remonte. Oh ben alors, mon ami Renard, qu'est-ce que vous faites? Vous ne restez pas avec moi pour faire ripaille au paradis? Oh, qu'est-ce que vous voulez, mon ami? Il y a une tradition ici, c'est quand il y en a un qui arrive, il y en a un qui s'en va. Bienvenue en enfer! Et surtout, si vous sortez de là avant Noël, passez chez nous, hein, il y aura bien un petit osselet de poule qui vous restera. Allez, hein, bonne chance! Et Renard se dépêche. Il a bien fait de se dépêcher, parce que vous entendez les cloches qui sonnent matines. Oui, les moines qui se réveillent, et aussi les chiens leur matin avec leur croc. Immédiatement, ils sentent quelque chose de bizarre là, dans le puits. Ils font sortir le loup du puits, et les moines avec leurs bâtons, les chiens avec leurs crocs. Quand enfin notre pauvre loup a réussi à s'échapper, mais c'est plus qu'une loque, hein.
Non mais il a un bout d'oreille qui pend, la moitié de sa queue qui est partie, une patte qui traîne derrière. Enfin, il arrive à rentrer chez lui. Et là, sa douceur sang le câline et le soigne. Quant à Renard, il rentre chez lui. Et en moins de temps qu'il le faut, la poule est vidée, plumée, rôtie, farcie, mangée, mâchée, avalée, digérée et déféquée. Mais surtout, partagée avec sa femme et ses petits renardeaux. Merci, papa. Joyeux Noël. Mon chemin, j'ai rencontré un vilain renard, tout au bout d'un bâton planté, des coudes dans la tête, avec par devant les soldats du roi. Monsieur le curé derrière qui disait ses prières. Goupil, goupil, fin comme l'aiguillon, roux comme le démon. J'ai rencontré un vilain renard, tout au bout d'un bâton planté, les coudes dans la terre.